pour la suite de Niveau de Soir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Luma Gloire Kumayo, avec vous, nous allons évoquer les dernières informations en provenance de Niamey au Niger. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste et directeur de Niwa d'économie, mais également président du Club de l'information africaine. Justement, dites-nous comment se présente la situation ce lundi au Niger au lendemain de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO. C'est une situation assez ambiguë parce que la CEDEAO, comme certains le disent, si tu as un problème et que tu t'adresses à elle, ça signifie que tu as deux problèmes. C'est une façon très irrévérencieuse de parler d'une organisation régionale. Mais aujourd'hui, face à la situation que vit le Niger, que vivent les Nigériens, ça pose question. Il y a un ultimatum qui avait été donné, il est arrivé à son terme et on a l'impression qu'il ne va rien se passer. Et je crois que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que les opinions publiques, aussi bien au Niger que dans les pays voisins, sont fortement opposées à une intervention militaire et il faut en tenir compte. Par ailleurs, à l'intérieur des pays de la CEDEAO, nous avons la locomotive qui est le Nigeria, qui est en train de faire face à une fronde des États du Nord qui n'aimerait pas qu'il y ait une intervention militaire. Et il y a le Sénat nigérian également qui s'est prononcé en défaveur de cette intervention militaire. Or, le gros du contingent de la CEDEAO allait être constitué par le Nigeria. Est-ce que cela aura un impact sur la décision du président nigérian et sur la décision de ses pairs de la CEDEAO d'envoyer des troupes? Difficile à dire parce que le président du Nigeria a déjà outrepassé une fois l'avis du Sénat pour intervenir. C'était en Gambie quand il a fallu faire partir Yahya Jammeh. L'avis du Sénat avait été défavorable. Pourtant, les troupes nigériennes étaient quand même allées en Gambie. Elles ne sont pas entrées en Gambie. Elles se sont massées comme les troupes sénégalaises à la frontière. Mais l'effet dissuasif a été suffisant pour que le président Yahya Jammeh rende le pouvoir et quitte le pays. Nous sommes dans un cas de figure où il y a beaucoup de voisins. Et surtout, la plupart des pays qui sont voisins du Niger partagent la même difficulté que le Niger, c'est-à-dire qu'ils vivent la menace terroriste et ne peuvent pas dépeupler le front de la lutte contre le terrorisme sur leur territoire pour aller investir un président qui a été renversé par coup d'État. Donc ce sont autant de choses qui rendent la situation difficile, mais encore une fois, la CDA a donné sa parole, l'Union africaine, dont on parle très peu, a également donné un ultimatum qui va expirer une semaine plus tard. Espérons que pendant ce temps-là, la diplomatie pourra parler et qu'on pourra avoir de nouvelles, peut-être une inflexion dans un camp ou dans un autre. En tout cas, les coups d'État, il y en a eu plusieurs ces dernières années sur le continent. Et à chaque fois, les sanctions de la CEDEAO n'ont pas réussi à faire fléchir les militaires arrivés au pouvoir. Je pense au Burkina Faso, au Mali, en Guinée ou encore au Tchad. Cette fois-ci au Niger, quelle est votre analyse de la démarche de la CEDEAO? La démarche de la CEDEAO est d'autant plus nouvelle qu'il y a un nouveau chef d'État qui prend le relais du président bissau-guinéen qui présidait la CEDEAO jusqu'à présent et qui avait, rappelez-vous, demandé que l'on constitue une force pour lutter contre les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le président Tinubu, quand il est arrivé, a eu à cœur également de se prononcer contre les coups d'État parce que l'espace qui en souffre pour le moment, c'est l'UEMOA. Parce que sur les pays de l'UEMOA aujourd'hui, on a presque la moitié qui sont dirigés par des pays qui ont commis un coup d'État, dont les dirigeants ont commis un coup d'État pour arriver à la tête du pays. Et puis, il reste tous les autres au sein de la CEDEAO. Sur les 15 pays, il y en a quand même beaucoup qui sont en situation soit d'exclusion, soit de coup d'État militaire, soit de coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que les chefs d'État ont changé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et donc, devant ce cas de figure-là, il faut faire quelque chose. Parce que si nous avons fait le choix de la démocratie, le choix de l'expression populaire pour choisir les dirigeants, on ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas à la fois demander à la population de voter, dépenser énormément d'argent pour le recensement, pour les élections, et après dire que ça ne vaut rien. Il faut bien que cela ait un sens. Et si on ne sacralise pas le vote, autant qu'on décide que c'est par coup d'État militaire que tout se décidera, et donc ça coûtera moins cher, ça ira plus vite. Avec des sanctions économiques notamment, la CEDEAO n'a pas réussi à obtenir bons résultats suite au coup d'État. Et cette fois-ci, au Niger, il y a un ultimatum pour aller vers une intervention militaire. Justement, cet ultimatum est arrivé à terme la nuit dernière à 0 heure. Et la question que beaucoup se posent aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'attendre à une intervention étrangère à tout moment? Je pense que toutes les options restent sur la table pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que
La CEDEAO ne peut pas perdre la face plus qu'elle ne la perd déjà, parce que sur le plan populaire, je rappelais cette Mm. boutade qui dit quand on a un problème et qu'on consulte la CEDEAO, c'est qu'on en a deux. Ça, c'est l'image que la CEDEAO a déjà au sein de l'opinion. Par ailleurs, la CEDEAO est considérée comme un club de chefs d'État qui se soutiennent entre eux et qui ne pensent pas au peuple, qui ne pensent pas à créer une CEDEAO des peuples. C'est la CEDEAO des dirigeants contre les peuples, en quelque sorte. Et tant qu'elle n'aura pas changé cette image-là, elle restera impopulaire au Et sein des justement, est-ce que la populations. CEDEAO, une fois encore, il joue de sa crédibilité? Sa crédibilité est plus qu'engagée, puisqu'elle a donné sa parole. Elle a dit au bout d'une semaine, si les poutistes n'ont pas négocié et rendu le pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les poutistes sont au pouvoir et que la CEDEAO n'a rien fait. Jusqu'à la mi-journée de ce lundi, une délégation du Burkina et du Mali s'est rendue à Niamey, a-t-on appris. Vraisemblablement, les nouveaux alliés se préparent à toute éventualité. Mais Gloire, avant ce coup d'État, comment se portait la vie politique au Niger? Ce qui est quand même paradoxal dans ce coup d'État, c'est que c'est l'un des coups d'État qui arrive sans qu'il y ait une justification à proprement parler, à pas une convenance personnelle, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, le chef de la sécurité présidentielle allait probablement être mis à la retraite, et c'est par rapport à cela que le coup d'État est parti d'un mouvement d'humeur de la part du patron de la sécurité présidentielle et s'est transformé en tentative de coup d'État qui est toujours en train de courir jusqu'à présent. Les indicateurs étaient plutôt bons au niveau du Niger. C'est-à-dire qu'en termes de lutte contre les djihadistes, jusqu'à présent, l'insécurité qui est vécue au Niger plaçait le Niger juste avant le Bénin et le Togo, qui sont aujourd'hui les pays les moins victimes des attentats terroristes. C'est-à-dire que par rapport à tous les autres 5 pays, à la fois de la CEDEAO et de l'Afrique centrale, qui sont victimes des attaques terroristes, la situation s'était améliorée. Sur le plan économique, les indicateurs étaient au vert. On espérait même, avec l'extraction pétrolière, que le pays arriverait à avoir une croissance à 2 chiffres. Sur le plan social, il n'y avait pas plus de troubles que cela. Et véritablement, le coup d'État arrive comme un cheveu sur la soupe. Et donc, il est difficile de justifier par les éléments concrets de mécontentement social, comme ce fut l'habitude là-bas quand le président Tandja avait modifié la Constitution ou bien avant avec d'autres présidents. Il n'y avait pas de justification sociale, économique ou politique du coup d'État qui s'est produit. Avec un président Bazoum déchu, le Niger est désormais dirigé par un conseil national. Justement, est-ce qu'on connaît le calendrier exécutif des militaires? Pour le moment, ils n'ont pas de calendrier. Ils sont en train de s'installer dans les habits de président. Le président Bazoum n'a pas encore démissionné, mais il y a déjà le comité de direction du CNSP qui a été constitué. Il y a les gouverneurs militaires des grandes villes qui ont été nommés et probablement entre ce lundi et mardi, il y aura un Premier ministre qui sera nommé et qui constituera son gouvernement. Donc pour le Et moment, justement, qui parle de Premier ministre parle de gouvernement. oui, je pense que le gouvernement suivra, c'est-à-dire qu'au plus tard demain ou mercredi, on aura un nouveau gouvernement qui travaillera en parallèle du gouvernement actuel dont une grande partie des membres ont été arrêtés par le CNSP. À Niamey, ce week-end, quelques 30 000 partisans du coup d'État, dont beaucoup brandissaient des drapeaux nigériens, burkinabés ou encore russes, se sont livrés à une démonstration de force dans un des stades du pays. Quel est, selon vous, le message derrière ce grand rassemblement? Le message, c'est une démonstration de force. C'est montrer à la CEDEAO et à tous les partenaires de la CEDEAO qui voudraient intervenir avec elle au Niger qu'elles auront affaire aux populations, que le CNSP a un vrai soutien populaire. Mais ça, c'est pas nouveau. Ce que je voulais dire, c'est que Niamey a toujours été réputée comme une ville qui n'est pas acquise au parti au pouvoir actuellement au Niger, c'est-à-dire le parti de Bazoum et de Issoufou. Et donc, il est à peu près normal qu'à Niamey, on ait une telle mobilisation, une telle démonstration de force en faveur des poutistes. Mais dans cette foule-là, vous avez probablement 2 types de manifestants. Vous avez ceux qui sont des soutiens volontaires ou pas des poutistes, et vous avez ceux qui sont contre l'intervention étrangère, en particulier l'intervention de la De France, la parce France. que pour eux, CEDEAO et France, c'est à peu près la même chose, et donc ils sont contre cette intervention militaire, et
à plus de 30 000 personnes, ça pose question. Parce que ces 30 000 personnes se mettront probablement en barrage à toute intervention militaire extérieure et elles se sont déjà même constituées en milice pour faire les contrôles des voitures de jour comme de nuit qui rentrent dans la ville. Parlant justement de la CEDEAO, est-ce que l'organisation a, on va dire entre guillemets, le droit d'intervenir militairement dans un pays suite à un coup d'État ou non, puisqu'on sait son engagement pour le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme? A priori, sur les interventions militaires qui sont des ingérences, parce que c'est une ingérence, venir avec une armée intervenir dans la vie d'un autre pays, ce n'est rien d'autre que de l'ingérence. L'ingérence humanitaire est un principe qui a été reconnu par l'ONU. Les ingérences dans la vie des pays se font à travers la validation du Conseil de sécurité et de paix des Nations Unies. Tant qu'il ne s'est pas prononcé, il est très difficile de le faire. Avant qu'il ne se prononce, il faut que sur le plan régional, les pays voisins aient pris l'initiative de toutes les négociations diplomatiques qui peuvent permettre d'éviter que l'on ait recours à la force et surtout à la force militaire. Dans le cas de la CEDEAO, cette initiative a été prise. Le président béninois, le président Talon, avait été envoyé au Niger le soir même du coup d'État. Malheureusement, il n'a pas été reçu. Son avion a dû faire demi-tour dans le ciel nigérien puisque il y avait eu fermeture à la fois des frontières terrestres et aériennes. Il n'y a pas de frontières maritimes puisque c'est un pays enclavé. Après, il y a eu d'autres tentatives de négociation. Le président Déby du Tchad a été envoyé en émissaire. Ce n'est pas un régional, il est arrivé par coup d'État, donc c'était presque une initiative vouée à l'échec. Et récemment encore, il y a une délégation qui a été envoyée par le président de la CEDEAO, qui est aussi le président du Nigeria. Il a envoyé un chef traditionnel et un ancien chef d'État. Malheureusement, ils ont été très froidement reçus à l'aéroport de Niamey, dans les salons de l'aéroport. Et ils ont été reconduits immédiatement, sans entrer dans la ville et sans rencontrer ni M. Tiani, ni le général Tiani, ni le président Bazoum, comme ils auraient souhaité le faire. Donc, ça montre que quelque part, le fil du dialogue est presque rompu aujourd'hui entre les autorités nigériennes et la CEDEAO. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de négocier pour que chacune des parties entende raison? C'est la grande interrogation pour le moment parce qu'on va droit vers un raidissement des positions, que ce soit celle des poutistes ou celle de la CEDEAO, qui probablement n'a pas perdu de vue le fait qu'elle va frapper militairement et qu'elle interviendra à Niamey. Et justement, le Nigeria et le Sénégal ainsi que la Côte d'Ivoire ont annoncé être prêts à mobiliser des troupes en cas de décision d'intervention de l'organisation sous-régionale. Mais est-ce que cela est acquis pour autant? Je pense que pour le moment, ce que la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO a décrété, c'est que les moyens sont disponibles, à la fois humains et matériels, pour intervenir, et que pour le moment, il faut juste faire les derniers réglages pour que l'opération soit lancée. Maintenant, il faut prendre des précautions aussi, et il faut tenir compte de la susceptibilité. Nous sommes quand même dans un espace très intégré, celui de la CEDEAO, où les économies sont interdépendantes. Le Niger est l'un des pays les plus vastes de la CEDEAO. Il dépend beaucoup de ses voisins, notamment le Togo et le Bénin, pour son alimentation en produits à travers leurs ports. Il est également un acteur de l'économie tel que si vous le mettez sur la touche, après avoir mis sur la touche la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, cela a un impact sur la vie économique de la région. La crise de la Covid est passée par là aussi, la guerre en Ukraine est passée par là, donc les économies ont subi d'énormes revers. Et si en plus de ça, l'embargo vient exclure un pays supplémentaire et bloquer la vie économique, notamment à travers les ports de ces pays-là, ça deviendra intenable. Donc ce sera un fusil, une sanction à double tranchant qui pénalisera très probablement les Nigériens. On le voit avec la hausse des prix, l'inflation et la rareté des produits, mais qui pénalisera également les autres pays de la CEDEAO, puisque l'activité économique sera à la traîne et que cela ralentira encore plus le développement de ces économies qui en ont un grand besoin. Pas de médiation ferme à l'heure actuelle. L'ultimatum de la CEDEAO est arrivé à son terme. La population craint, bien entendu, une éventuelle intervention militaire étrangère. Quels sont les risques, justement, que la situation très tendue actuellement dégénère?
Je ne sais pas si on peut les mesurer pour le moment. Je vois que par exemple que sur le plan du transport aérien, la fermeture des frontières cause un vrai manque à gagner. Les compagnies comme Air France par exemple ont dû annuler leurs vols sur à la fois le Niger, le Burkina et le Mali. Les vols en direction des autres capitales africaines qui passaient souvent par le Niger connaissent une rallonge d'à peu près 15 minutes pour compenser le fait qu'ils ne doivent plus passer par le Niger. Les conséquences sur le plan humanitaire, c'est qu'on risque de commencer à manquer de presque tout. Le Nigeria a commencé à refuser de fournir l'électricité aux au Nigériens. Niger? Ça va créer un vrai manque à gagner. Ça va ralentir les industries ou l'agro-industrie, les boulangeries, les petites industries qui sont sur place. Euh, Plus on ira vers cette situation-là, plus cette situation se tendra, plus le pays sera dans une démarche humanitaire à laquelle il faudra faire face. Et qui pourra aider à y faire face? Ce ne sont que les voisins, peut-être le Burkina, le Mali et dans une moindre mesure le Togo ou le Bénin. La frontière d'ailleurs avec le Bénin n'est pas restée fermée pendant très longtemps. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il faut que cette activité-là reprenne. Il faut que les organismes qui étaient sur place, comme l'ONU, qui a décidé de ne pas partir, de poursuivre ses activités humanitaires, que ces organismes-là restent et accompagnent les populations, parce que ce sont les populations aujourd'hui qui payent le prix fort des sanctions qui ont été décidées par la CEDEAO. C'est difficile de savoir à l'heure actuelle où va le Niger, mais du point de vue de la CEDEAO, quelles sont les préoccupations premières? Est-ce que le rétablissement du président Bazoum à l'heure actuelle est toujours un Je point à pense que ça discuter? reste, non, je pense que ça reste quelque chose d'indiscutable pour la CEDEAO. La CEDEAO a dit et les conditions même d'élection du président Bazoum font que on ne peut pas dire autre chose que ça. Il a été élu démocratiquement. Son prédécesseur n'a pas modifié la constitution pour se maintenir. Le parti a choisi comme candidat le président Bazoum. Les Nigériens ont choisi comme président le président Bazoum. Il est passé non pas dès le premier tour en mort subite, mais en passant par un second tour avec une alliance de partis, d'ailleurs, qui sont eux aussi opposés à une intervention militaire. Il y en a deux qui se sont prononcés contre l'intervention militaire, mais le fait est qu'aujourd'hui, sur le plan politique, l'essentiel avait été fait pour que la situation de crise n'existe N'existe pas. pas. Malheureusement, nous sommes face à une crise qui est due à un coup d'État et il faudrait y faire face d'une manière ou d'une autre. Et il faut le rappeler à nos téléspectateurs, jusqu'à là, le président Bazoum n'a toujours pas encore démissionné. Alors, pour finir avec vous, en tant que président en exercice de la CEDEAO, quelles sont les pressions actuelles sur le chef de l'État nigérien, Bola Tinubu? La première pression, c'est celle qu'il s'est mis tout seul, qu'il s'est mise tout seul. C'est-à-dire que il a dit qu'il ne tolérera plus les coups d'État. Si dès le premier coup d'État, il se couche devant les poutistes, ce sera un échec pour lui à titre personnel et pour la CEDEAO à titre collectif. Donc la première pression, elle est là. La deuxième pression, c'est que nous sommes devant un cas de figure où la CEDEAO est considérée comme pas crédible pour régler le problème d'un pays membre. Et ce manque de crédibilité ne vient pas que des populations. Jusqu'à présent, on l'entendait de la part des populations. Mais il y a un vrai défi qui est lancé par les poutistes du Niger, les poutistes du Mali, les poutistes du Burkina et les poutistes de la Guinée. En plus de cela, des pays non membres comme l'Algérie, comme la Mauritanie, décident également de dire qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, quel que soit le cas de figure, que les poutistes acceptent de céder le pouvoir ou pas. Ils sont contre une situation qui amènerait à une intervention étrangère parce que cela créerait une nouvelle Libye et le fait de transformer le Niger en nouvelle Libye va déstabiliser davantage la région du Sahel qui est déjà suffisamment éprouvée par la situation due au djihadisme et au terrorisme. Et donc là, il y a une fronde très forte qui fait que la CEDEAO doit se réinventer d'une manière ou d'une autre pour régler ce type de problème-là. Et le cas d'école qu'est le Niger invite la CEDEAO à ce renouvellement. Merci beaucoup, Luma Gloire. Au Niger, c'est l'attente au terme de l'ultimatum de la CEDEAO, une actualité à suivre sur Niwad Info. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, directeur de Niwad Économie et président du Club de l'information africaine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal.